Les États-Unis et l'Équateur ont proposé vendredi un projet de résolution appelant les Nations Unies à planifier une opération de maintien de la paix pour remplacer la mission dirigée par le Kenya en Haïti afin de soutenir la police dans la lutte. Les Algériens étaient appelés aux urnes samedi pour élire leur prochain président. Ce scrutin organisé 2 mois avant le terme du mandat en cours, avec comme principal enjeu le taux de participation. À 20 h, à la fermeture des bureaux de vote, il était à 48,03% selon le président de l'autorité des élections, Mohamed Chari. Les opérations de vote ont été prolongées d'1 heure pour permettre à certains électeurs d'accomplir leurs devoirs. L'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est en jeu. Beaucoup de choses en dépendront. Les hôpitaux, les universités, le pouvoir d'achat, ainsi que la stabilité du pays. C'est pourquoi le président doit bénéficier d'un véritable soutien populaire. Donné vainqueur de cette élection, le président sortant Abdelmadjid Tebboune comptait sur ce scrutin pour renforcer sa légitimité, espérant qu'un plus grand nombre des 24 millions d'électeurs du pays se rendraient aux urnes. Lors de sa première élection, seulement 39,9% des électeurs avaient voté. Un taux d'abstention record au milieu d'une vague de contestation. Pour ce scrutin, le président du mouvement Irak a dénoncé une parodie d'élection et un régime répressif. Les résultats provisoires sont attendus dans les prochaines 48 heures. Au Sénégal, on a assisté cette semaine dans le cadre politique à des rebondissements, comme le pays en a rarement connu dans son histoire. Tout est parti de la volonté du nouveau régime de supprimer le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. 2 institutions encore entre les mains de la coalition vaincue lors de la dernière présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Une coalition encore majoritaire à l'Assemblée nationale et qui a donc logiquement rejeté le projet de loi du président Bassirou Diomaye Faye. L'Assemblée l'a refusé parce que la majorité se trouve dans l'opposition, donc ils auront la force de rejeter la décision du président. Comme ils n'ont pas d'accord avec ce régime, ils ont le droit de rejeter. En plus, ils l'ont fait, ils ont montré leur force face à ce régime. Ils ont trouvé sur place des institutions qui avaient déjà élu ses membres, dont la plupart ne sont pas des hommes politiques. Il y a des membres de la société civile, des avocats et autres. Ils ont certes fait des promesses électorales, mais ils n'ont pas le droit de toucher à ces institutions. L'idéal serait de les réformer et non de les supprimer. Les députés qui avaient un choix différent sur la question de la suppression de ces institutions, en dehors de leur appartenance politique, trouvent leur inspiration du peuple. Un peuple également divisé sur la question. Si certains pensent que ces institutions sont inutiles et budgétivores, d'autres estiment que les nouveaux dirigeants veulent juste supprimer ces institutions pour en créer d'autres ou caser leurs militants. Le Conseil économique et l'HCCT, parce que je pense que ce sont des entités qui ne font que nourrir des faits politiques et qui ne font que garder l'argent du pays, qui ne font que dépenser l'argent du pays dans d'autres choses qui n'ont pas les priorités de la population, parce que les priorités se trouvent ailleurs. Je trouve qu'il y a de la politique derrière. Ils ont fait tellement de promesses et ils souhaitent caser leurs militants, ces gens qui ont combattu à leur côté et qui ne sont toujours pas récompensés. Maintenant, pour les caser, ils veulent jouer avec notre intelligence. Il fallait que nous disions pour La conséquence de ce raté du président Diomaye Faye est le limogeage des présidents du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales par décret présidentiel et la dissolution imminente de l'Assemblée nationale. La tension est palpable entre les deux pouvoirs qui se livrent une guerre sans merci. C'est de justesse que le président Bassirou Diomaye Faye a empêché la motion de censure des députés de Benno Bokk Yakaar, une motion qui aurait été fatale au gouvernement de Ousmane Sonko. L'Assemblée nationale doit être dissoute parce que si le président de la République ne prend pas ses responsabilités à décider de l'Assemblée nationale, ils auront des problèmes pour faire passer certaines lois, parce que l'Assemblée, il n'a pas la majorité là-bas. La majorité, c'est les gens de Benno, alors que les gens de Benno refusent toutes sortes de projets venant du président de la République. On a un premier ministre qui doit aller faire sa déclaration de politique générale et nous dévoiler l'orientation du gouvernement. Chaque institution doit être respectée, mais les hommes qui l'incarnent doivent donner l'exemple et se respecter. Si Ousmane Sonko ne respecte pas les autres, il ne doit rien attendre d'eux. Il doit prendre ses responsabilités et aller faire sa déclaration de politique générale. Mon premier ministre, il a responsabilité.
dem taxaw def DPG. Le Premier ministre Ousmane Sonko, attendu pour sa déclaration de politique générale, risque de ne pas répondre à la convocation du 11 septembre. Ces députés évoquent une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans les montagnes meurtries du Haut-Atlas marocain, émaillées de bâtiments en ruine, de villages entiers réduits en poussière, les premières maisons en construction côtoient désormais les abris de fortune. Un an après le puissant séisme, la reconstruction est en marche. À Talat En Yacoub, Abderrahim se recueille tous les jours devant ses 3 petites stèles rouges, celle de sa femme et de ses 2 fils. Il n'a pas fini son deuil, mais il construit sa future maison, sur ce terrain qui appartenait à son grand-père. Les premières fondations d'une nouvelle vie. Il n'y a pas mieux que de repartir à zéro, reconstruire sa maison, mais je ne pense qu'à eux, tous les 3. J'aurais rêvé que mes enfants s'installent dans cette nouvelle maison. La reconstruction prend du temps. Le long de ces routes étroites et sinueuses qui avaient retardé l'arrivée des secours, des dizaines de pelleteuses. Elles creusent le calcaire de la montagne. Un travail colossal et dangereux. Nos travaux ont commencé depuis plus de 3 mois maintenant. On élargit la route pour éviter que les gens qui ont subi le tremblement de terre restent enclavés, éparpillés dans la zone. Dans la province d'Alaouz, épicentre du séisme, le bleu du lac côtoie le gris des constructions en béton. C'est devenu un chantier à ciel ouvert, fourmillant d'habitants qui s'improvisent maçons ou maîtres d'œuvre et reconstruisent en rythme. Ces ouvriers d'une entreprise spécialisée dans le bâtiment ont parcouru 200 km pour venir travailler ici. Nous allons commencer à construire pour vous. Nous sommes là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Pour financer ces reconstructions, l'État marocain verse l'équivalent de 13 000 € d'aide à chaque sinistré. De l'argent débloqué au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais cette aide, versée au compte-gouttes, retarde parfois les chantiers. La difficulté, c'est que l'argent n'arrive pas à temps. Les matériaux, il n'y a pas de problème. On les commande et on les a aussitôt. La main-d'œuvre qualifiée manque. La Sanidali a bien eu du mal à trouver ses ouvriers qui rebâtissent sa maison. On allait chercher dans Marrakech, la ville de Marrakech. Et j'ai un frère là-bas, je lui ai demandé de le chercher. Je cherche ces 2-là et je le ramenais jusque pour travailler. Nourrir, loger, jusqu'on finit. Le béton remplace les anciennes constructions en terre. Des rangées de parpaings et des poteaux en béton armé assurent désormais la solidité des bâtiments. Mais comment allier ces normes parasismiques tout en respectant l'identité des villages? De petits ajustements ont dû être réalisés sur les extérieurs. Ici, c'est un modèle de fenêtre traditionnelle, donc à base de ferronnerie et de cadres en bois. Ici, c'est un mélange de chaux et de terre locale avec un peu de paille dans notre cas. 33 000 maisons sont à reconstruire partout dans le pays. D'ailleurs, le forfait est cher. Le problème qu'on rencontre, c'est que tu peux avoir comment la connexion est très très lente. Et brusquement, dès que tu actives quelque chose qui peut te faire une semaine, à 2 jours, 3 jours, on te coupe. Comme plusieurs autres citoyens, Djibo Yaya déplore la cherté des tarifs Internet, des appels téléphoniques ainsi que la mauvaise prestation des services offerts par les opérateurs de téléphonie installés au Niger. J'ai arrêté carrément de souscrire au forfait Internet car je me suis rendu compte que non seulement c'est cher pour moi, mais aussi et surtout le service n'est pas toujours fiable, notamment dans certaines zones à Niamey. J'appelle par conséquent mes concitoyens de boycotter Internet comme je suis en train de le faire jusqu'à ce que cela s'améliore. On arrive à mettre des fois 1000 francs, 500, tout d'un coup on te fait un message pour te dire que tu as épuisé ton méga, donc suite à ça vraiment c'est cher. Parce que les délais convenus, des fois ça n'atteint même pas, on te fait un message pour te dire que tu as épuisé 50%, d'un peu de temps on te dit 75 jusqu'à 100%. Les associations de défense des droits des consommateurs sont à pied d'œuvre afin d'obtenir une amélioration dans la qualité des services de télécommunication. L'autorité de régulation de la communication
communications électroniques et de la Poste a fait une investigation. Ils ont mis en place un comité national qui doit en tout cas chercher les facteurs endogènes et exogènes. Moi, je crois que ce que je peux suggérer aux consommateurs, c'est d'être patient. Quand les choses vont être réparées, particulièrement les antennes, quand d'autres investissements en sus vont être faits, tout le monde va constater que la qualité, elle est là, et même le prix à comparer aux autres régions, il est bon. Gros paradoxe, le Niger occupe pourtant la 2e place sur la liste des pays qui possèdent les tarifs Internet les moins chers dans la sous-région. Situé à l'entrée de la commune de Port-Boué, le projet d'aménagement du futur échangeur du carrefour Akwaba, donnant sur la voie express de l'aéroport d'Abidjan, actuellement en cours de construction, est perçu par les habitants comme une solution majeure pour améliorer la fluidité du trafic. Franchement, par rapport à l'échangeur de Port-Boué, nous sommes vraiment déjà heureux, nous qui habitons le secteur. Ça va donner une autre image parce que ça va embellir encore le quartier et ça va éviter plus d'embouteillages parce que tous ceux qui ont habité un peu à un moment donné dans ce quartier, franchement, savent l'embouteillage qui se faisait ici. Grâce à cet échangeur, il y aura plus de circulation et franchement, la population sera vraiment heureuse. Et nous sommes déjà en attente de la fin. L'évolution là c'est bon parce qu'avant là j'étais ici avant mais les routes là c'était petit. Mais actuellement il y a beaucoup de voitures. Une fois que la route c'est grand et puis c'est propre et puis c'est au milieu de ville, je trouve que c'est bon. Au niveau de Akwaba, ils ont fait des déviations où ça gêne personne. Malgré que ce n'est pas encore fini, mais on arrive à passer. Chez nous aussi, ce n'est pas vite fini. Voilà, la voie sera libre. Prévu pour être livré au mois de juin dernier, délai qui est arrivé à échéance, les usagers espèrent à cet effet une accélération des chantiers pour que la livraison se fasse dans les délais impartis pour le bon déroulement des activités. Je pense que l'échangeur, ce n'est pas aussi mal, mais peu importe. Mais pour le moment, ça crée que la voie est toujours embouteillée et vraiment, ça nous cause beaucoup de problèmes. Les heures de pointe comme ça, c'est dangereux pour les passagers. Voilà. Si c'est dangereux pour les passagers, c'est dangereux pour le chauffeur aussi. Voilà. Parce que le chauffeur peut pas rouler vite. Donc ça fait qu'on a besoin d'augmenter les prix pour aller. Ici, Gonza comme ça, pour aller à, comment on appelle ça même, quand je vis Gonza comme ça, c'est 500 en fait, qui était à 300. D'un coût global de 26 milliards de francs CFA, l'échangeur du carrefour Akwaba représente un investissement crucial pour la capitale abidjanaise et en particulier pour la commune de Port-Boué. Il incarne la promesse d'une mobilité améliorée, d'une réduction des conjonctures et d'une qualité de vie rehaussée pour ses habitants. Avec l'avancement des travaux, l'espoir grandit parmi les usagers qui aspirent à voir leur quotidien s'améliorer grâce à cette infrastructure moderne.